La République de Guinée est située au sud-ouest de l'Afrique occidentale et couvre une superficie de 247 857 km². C'est un pays côtier avec 300 km de côtes maritimes. La Guinée est située entre 7,5 et 12,51 de latitude nord et 7,30 et 15,10 de longitude ouest. Elle se limite à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par la Sierra Leone et le Libéria, à l'est par la Côte d'Ivoire et le Mali, et du nord par la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali. Bien que dominée par un réseau hydrographique dense, la Guinée est caractérisée par un climat à 2 saisons dont la durée varie selon les régions, de 4 mois au nord et de 9 mois au sud-est. La pluviométrie varie de 4000 mm, régions côtières et forestières, à 1600 mm côte et moyenne Guinée. Quant aux précipitations, elles culminent partout en juin et août. La diversité des conditions écologiques permettent de diviser le territoire guinéen en 4 régions naturelles, bien distinctes, qui sont la Guinée maritime ou Basse-Guinée, la Moyenne Guinée ou Fouta Djallon, la Haute-Guinée et enfin la Guinée forestière. Mais cette division est toutefois grossière, car à l'intérieur d'une même région, la topographie, l'hydrologie, la végétation, la température et les sols varient largement. La Haute-Guinée. La région de la Haute-Guinée, qui abrite la célèbre mare de Nunku dans la préfecture de Sigiri, est située au nord-est du pays. C'est la plus grande région de la Guinée. Elle couvre 40% du territoire national, soit environ 99 437 km². Elle est une immense savane dont les altitudes sont comprises entre 200 et 400 mètres. En dehors des plaines alluviales, elle offre peu de possibilités agricoles. Les températures sont élevées avec un climat sud-soudanais. La Haute-Guinée est soumise à l'alternance habituelle d'une saison sèche qui dure 8 mois et d'une saison pluvieuse de 4 mois, conduisant parfois à de graves inondations. C'est la région des plus grands fleuves par excellence, dont le plus célèbre est le fleuve Niger, qui prend sa source à Farana. Le long de cet important fleuve Niger et ses affluents, on note la présence de vastes plaines inondables de basse altitude auxquelles sont associées d'importantes mares. En Guinée, le nombre actuel de mares est estimé à 840. 27% sont permanentes et 73% sont temporaires. Elles sont partout répandues, mais plus nombreuses en Haute-Guinée. Parmi elles figure la célèbre mare de Nunkunkan, communément appelée Nunku. Gestion coutumière. La mare de Nunku est un patrimoine collectif placé sous l'autorité coutumière qui décide de sa pêche. Sa pêche collective marque le début de l'année agricole. Le pouvoir coutumier exclusif et le gardiennage de la mare est détenu par le clan Doumbouya. En Maninka Dalati, résidant à Nunkunka, la date de pêche est fixée par les anciens réunis en conclave autour du doyen du village de Nunkunka. Le barbotage de Nunku a toujours lieu dans la première quinzaine du mois de mai et il se fait un dimanche. Quant à la date, elle peut varier d'une année à une autre, selon les coutumes. La date choisie pour le barbotage est transmise de bouche à oreille dans les mosquées, les places publiques et à travers les radios rurales et nationales. Un mois à l'avance pour permettre à tout et à chacun d'être en possession de la nouvelle. Nunkunkan occupe une place centrale dans la vie culturelle du Mandingue qui couvre essentiellement le plateau de Haut-Niger. Le village attire tous les ans
des milliers de personnes venues de toutes les régions de Guinée et d'autres pays pour prendre part à sa fête. Elle donne l'occasion de célébrer mariages et fiançailles. C'est aussi la fête des retrouvailles des ressortissants de Nunkunkan qui ont émigré vers d'autres villes, d'autres pays et qui attendent cette occasion pour retourner au village et apporter des présents aux parents. La fête étant l'occasion de faire revivre toutes les danses traditionnelles et d'exhumer des masques. Ce sont des pans entiers de la culture mandingue qui sont ainsi menacés de disparition. Il est à noter aussi que la mare est une importante source de protéines. Le poisson pêché est en partie fumé et conservé pour être consommé en juin-août, période de travaux agricoles exigeant de gros efforts physiques. Le village n'est pas isolé. Dans la vie, dans le Mandin, quand vous regardez un village, vous verrez que les cases sont entrechoquées, sont serrées. Donc il y a le voisinage direct. Entre les familles, il y a le voisinage direct entre les villages. Donc le jour de la fête, tous les villages environnants doivent arriver pour fêter ensemble. Et c'est le bon moment de montrer aux enfants comment nos ancêtres vivaient. C'est le bon moment. C'est à ce moment-là qu'on a pensé qu'il faut présenter le Moïko. Le Moïko, nous en avons déjà parlé, c'est une danse originale, une danse de nos ancêtres. C'est les femmes qui tiennent les sabres pour danser avec le sabre de leur grand-père. Pourquoi? Parce que pour témoigner que mon papa a célébré
Mon papa a été digne, mon papa a lutté avant. Ces sables-là se trouvent dans les familles. Et les filles là prennent ça pour se promener, pour danser avec. Et doivent venir autour de cette mare-là qui est derrière nous, pour faire le tour. Quand ces filles-là font le tour de la mare, après la danse, généralement, ces femmes-là ne reviennent plus ici, mais plutôt doivent être mariées. Et je crois qu'elles ont les bénédictions de la mare. Les catégories de filles, c'est les filles qui vont de 14 à 18 ans. Vous savez, chez nous ici, l'âge de puberté, c'est 15 ans, 16 ans. Donc les jeunes filles sont accompagnées de leur mari à 17 ans. Ce qui fait que les jeunes filles qui doivent être accompagnées et qui doivent attendre 1 an pour être accompagnées, ou 1 an ou 2 ans, ce sont ces catégories de filles-là qui se retrouvent pour faire le mouéko. Dans l'ancien Mandé, il y a la culture mandingue. Il y a la loi mandingue. Les filles, leur comportement, le contrôle d'une jeune fille, le comportement d'une jeune fille. Toute famille doit être capable de maîtriser sa jeune fille jusqu'au moment où elle sera accompagnée chez son mari. Donc, c'était cela avant. Peut-être aujourd'hui ça peut changer. Mais ici, autour de la mare, la femme qui doit venir ici ne doit pas être une fille qui a déjà fait des enfants ailleurs. Ça, c'est formellement interdit. Ça ne se doit pas. Mouéko, c'est la dernière danse de la classe d'âge des jeunes filles qui ont l'âge d'être accompagnées chez leur mari. En principe, après cette danse traditionnelle-là, les gens le font d'abord par reconnaissance à cette mare, comme pour venir la dire au revoir. On fait ça pour ça montre ça prouve que après ça, il n'y aura plus de réjouissance populaire pour cette classe d'âge-là dans ce village. C'est considéré comme la dernière danse de cette classe d'âge de jeunes filles. La fête de la mare met fin à toutes les réjouissances. Maintenant, c'est la période de culture. Et quand nos filles font ça, c'est directement l'accompagnement chez le mari. Directement. En principe, ils n'ont plus de danse officielle à faire dans ce village. La sous-préfecture de Nunkunkan est placée sous la tutelle géopolitique de la préfecture de Sigiri. Elle regroupe 7 villages qui sont Balandou, Landimakono, Banfelekora, Banfelekura, Sokura et enfin Sunsunkuru. La population totale de la sous-préfecture est estimée à 38 892 habitants. Celle de Nunkunkan Centre est de 4 869 habitants, dont 2 732 femmes. Nunkunkan, chef-lieu de la sous-préfecture, comprend 3 districts. Il est situé sur la rive gauche du fleuve Niger, à 692 km de la capitale Conakry et traversé en partie par la route nationale qui relie Kouroussa et Sigiri. La mare de Nunku. Position géographique. La mare de Nunku est située à l'est du village de Nunkunkan, tout juste aux abords du fleuve Niger-Yoluba. Elle couvre une superficie estimée à 9,5 hectares, avec une profondeur moyenne de 1 mètre en saison humide et moins de 0,50 mètres en saison sèche. Un espace en enclos de près de 7 hectares, destiné aux cultures maraîchères pratiquées annuellement par les femmes de Nunkunkan. Chaque année, c'est le rendez-vous des parents, des amis de la Guinée, le rendez-vous de la culture. Aujourd'hui, Nunkunkan devient la capitale de la culture guinéenne. Tout simplement parce que ce n'est pas le poisson qui nous amène à Nunkunkan. Regardez l'état alarmant, comment la mare tend à disparaître. C'est envahi par la boue. Je lance avant tout message, un cri d'alarme à l'attention de Monsieur le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, de Monsieur le ministre de la Pêche, de Monsieur le ministre du Tourisme, pour voler au secours des mares, pour voler au secours de la mare de Nunkunkan, qui symbolise plus de 1000 ans d'histoire. La vie des riverains tient à cette mare qui nous regroupe chaque année, où que nous nous retrouvions, nous fils de Kolonkala, nous fils de Nunkunkan, nous parents et amis de Nunkunkan, pour venir partager. Depuis plus de 72 heures,
n'est-ce pas, la ville de Nunkunkan grogne de monde, de musique et d'ambiance. Le message qui est là aujourd'hui, c'est tout Kolonkalan qui s'est mobilisé à l'invitation du doyen de Nunkunkan, à l'invitation de l'association pour le développement de Nunkunkan, à l'invitation de la jeunesse de Nunkunkan, des femmes de Nunkunkan, des travailleurs, des mariés de Nunkunkan, pour venir voir qu'est-ce que c'est que Kolonkalan, qu'est-ce que c'est que Nunkunkan, qu'est-ce que c'est que Nunkunkan. La représentation théâtrale artistique que nous avons vue, je suis simplement fier. Environnement. L'environnement de la mare de Nunkung est très dégradé. Le milieu aquatique de Nunkung, caractérisé par la présence d'une très grande quantité de vases, a modifié sa profondeur. L'eau a perdu toutes ses qualités économiques, occasionnant la disparition progressive de certaines espèces de poissons sensibles. Son pourtour est complètement déboisé par des pratiques culturelles, comme le maraîchage. Elle a aujourd'hui perdu plus de 80% de son lit originel, dont se trouve actuellement très menacé et risque de disparaître si des actions d'aménagement ne sont pas d'urgence entreprises. Conséquence de la dégradation. Sauver la mare devient un impératif. Sinon, c'est le déclin de la fête à Nunkunkan. Ce serait la fin du rayonnement culturel du village. Nous comptons sur le gouvernement. Nous sommes venus pour la fête de la mare de Nunkung, qui a regroupé tout un monde. Je représente ici le ministre de l'Agriculture et le directeur national adjoint des impôts et à ma propre personne. Et je voudrais que cette mare soit aménagée, qui tend à disparaître. Les bas-fonds, les plaines qui sont autour de la mare doivent être aménagées. Nous comptons et nous prêtons serment que nous rendrons compte à qui de droit, le professeur Alpha Condé, que Dieu lui donne longue vie et santé, et il nous aidera à aménager cette plaine et à aménager toutes les mares de la Haute-Guinée. Cette année, c'est une année un peu particulière, et vu l'état dans lequel on a trouvé la mare, donc il a fait un cri de larmes. Nous demandons franchement à nos patrons, à nos décideurs, de venir en aide. On ne saura que répéter, mais franchement on est frappé aujourd'hui par ce que nous voyons ici. Et la mare tend franchement, si rien n'est fait, à disparaître. Donc c'est le cri d'alarme qu'on a et le cœur serré. Sinon, franchement, la population a fait le déplacement, le monde est là. Et on n'est pas là, comme on l'a dit, on n'est pas là pour le poisson, on est là franchement pour cette solidarité. Proposition d'aménagement de Nunkung pour prévenir l'appauvrissement en poisson de la mare après chaque barbotage et dépendre des empoisonnements continuels des autorités. Il serait important d'envisager des points suivants. Construction d'un étang de service de 400 mètres carrés placé à l'aval de la mare pour repeupler la mare après chaque barbotage. Formation d'un comité de gestion piscicole et environnementale. Sensibilisation de la population sur l'importance de la préservation de l'environnement. Appui à la communauté dans les différents aspects de la mise en valeur de cette mare. Dans la pisciculture, le volet repeuplement est un volet important. Repeupler parce que quand le poisson manque dans un cours d'eau, il y aura des écloseries où il y a des alevins. On peut prendre des alevins là-bas pour venir repeupler, soit un cours d'eau, une mare, un plan d'eau naturel, n'importe quel plan d'eau, pour que au bout de 6 mois, 7 mois, qu'il y ait du bon poisson pour la population. Donc ça c'est bienvenu. Cette année, si ce n'est pas cette canalité naturelle qui a changé tout, on doit trouver ces poissons-là. On a mis beaucoup de poissons là-dedans. Il y a eu des carpes, il y a eu des fendants, c'est-à-dire Erythrotus niloticus, il y a eu les chrysitis, il y a eu, etc. Il y a eu beaucoup de poissons qu'on a eu à mettre ici. Ça, c'est grâce au gouvernement. Et la population a été très enchantée, très contente pour remercier le gouvernement pour avoir ensemencé ici les poissons venus d'ailleurs. Ça permet d'augmenter la productivité halieutique de la mare. Productivité, rôle social, cérémonie traditionnelle et retombées économiques. Instauration des mesures protectrices pour préserver les mares par l'application des mesures contre la déforestation, la recommandation du périmètre pour le reboisement ou la régénération autour de la mare. Recommandation des actions pour augmenter la productivité naturelle de la mare par l'organisation des travaux d'entretien des cordons d'écoulement
pour faciliter l'accès des poissons à la mare. Curage, nettoyage. L'implantation de 4 forages aux abords de la mare. La réglementation de la pêche dans la mare pendant la période de reproduction et de grossissement des poissons. La favorisation du pâturage des bœufs dans la plaine pour booster la fertilisation de l'eau et la production d'aliments naturels. Il y a une similitude entre la mare de Nunkum et celle qui existe en Haute-Guinée. Pourquoi? Parce que c'est le même climat. Quand vous quittez ici, vous arrivez à Baro, vous trouverez que la mare a complètement séché. Quand vous arrivez à Wolben, bien à Nantamba, à Koumana, vous trouvez que les mares ont séché. Vous arrivez à Kankan, la même chose. Donc les conditions anciennes ont changé en nouvelles conditions catastrophiques. Cela veut dire qu'il y a déjà manque de pluie. Vous savez, la pluviométrie en Haute-Guinée, c'est 1600 mm. La pluviométrie, c'est la météorologie qui donne ça. Mais cette année, je vous assure qu'il n'y a pas eu de pluie. Et quand on dit mare, c'est parce qu'il y a l'eau. Quand on dit poisson, c'est parce que l'eau. Ça, c'est la définition. Tu ne peux pas définir le poisson sans parler de l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, pas de poisson. Ça, c'est les calamités naturelles, le réchauffement climatique reconnu par tout le monde entier. Et les cours d'eau ne font que salir, même le fleuve Niger. L'exploitation artisanale de l'or, elle est pratiquée par des autochtones et des étrangers. Mais aujourd'hui, la commune reste confrontée à d'énormes problèmes socio-économiques, dont entre autres la faiblesse des revenus des habitants, le coût excessif des entrants et outils agricoles, le flux migratoire des élèves du primaire et du secondaire en quête du lycée, dans les centres urbains souvent causés par des charges scolaires élevées pour les parents pauvres, entraîne une déperdition scolaire très élevée. Nous avons fait appel aussi aux parents d'élèves de conscientiser leurs enfants sur l'importance de l'instruction. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, même nous a instruit d'étudier afin qu'on puisse jouir les bienfaits du monde. Au plan social, cette activité entraîne la dépravation des mœurs sur les sites d'exploitation, ce qui peut faire accroître le taux des maladies sexuellement transmissibles. Elle contribue à vider les classes de leurs élèves qui doivent aider leurs parents dans l'extraction, ce qui conduit à une baisse de taux de scolarisation dans les zones d'exploitation. Il faut noter en effet que l'exploitation minière artisanale contribue au déboisement et à la déforestation, à la dégradation des sols, à la pollution de l'air par la poussière et le monoxyde de carbone du sol et de l'eau par des huiles usagées, des moteurs et les produits chimiques. Les piles usagées abandonnées au fond des puits contenant du manganèse ou plomb. La perte de la biodiversité, la détérioration du paysage, etc. Sur le plan sanitaire, elle peut engendrer des maladies respiratoires, toux, pneumonie, angine, etc. Du fait de l'inhalation de la poussière et des accidents souvent mortels, compte tenu des techniques d'extraction du minerai qui s'avèrent archaïques.